Bonjour et bienvenue dans Terre d'asphalte. Au sommaire de ce 14e numéro, nous découvrirons la nouvelle Mazda 3 dans la région de Barcelone avec son moteur diesel de 150 chevaux, la nouvelle Opel Insigna Country Tourer et son impressionnant système d'infodivertissement du côté de Francfort en Allemagne, et nous reviendrons en Espagne pour essayer un crossover tant attendu chez Suzuki, le S-Cross essayé ici dans sa version 4 roues motrices. Allez en route! Mazda poursuit ses changements avec l'arrivée de la toute nouvelle Mazda 3. La rupture est totale sur cette Mazda et pas seulement esthétique. On se souvient du concept Shinari qui initia le style Kodo appliqué depuis au CX-5 puis à la Mazda 6 avant d'arriver sur cette nouvelle Mazda 3. L'idée est de donner du dynamisme à ces lignes qui tranchent énormément avec la précédente génération. Et typiquement sur la Mazda 3, on a un véhicule beaucoup plus dynamique, beaucoup plus racé que par exemple la Mazda 6 qui est plus dans l'élégance et le CX-5 qui est plus dans la force nécessaire pour les SUV. Les nervures marquées du capot convergent toutes vers une large calandre noire. Celle-ci est entièrement soulignée par un trait chromé qui remonte de part et d'autre jusqu'à la naissance des optiques. Tout en longueur, les phares plongent vers l'avant et donnent à cette Mazda 3 un air assez sévère ou tout au moins déterminé qu'on les regarde de face ou de profil. À la base du bouclier se place au centre la calandre avec son volet actif qui fait varier le flux d'air entrant dans le compartiment moteur ainsi que les clignotants et projecteurs de chaque côté. L'avant large et pas trop haut donne à cette Mazda 3 une certaine sportivité qu'on retrouve bien sûr à l'arrière. Les longs feux ne sont pas trop volumineux, le haillon a de nombreuses arêtes pour éviter les grandes surfaces, et la ligne de toit descend légèrement pour se terminer par un petit béquet. Ces traits dynamiques sont encore plus visibles de profil. À l'intérieur, on trouve un bel espace à l'avant comme à l'arrière, et ici une sellerie claire qui éclaircit l'habitacle. Le coffre propose un bon volume et est facilement logeable. Mais le principal intérêt de la nouvelle Mazda 3 est dans son équipement totalement modifié. Le but était d'avoir moins de boutons que sur la précédente génération, d'un côté il n'y avait pas de mal. Dorénavant, les principales fonctionnalités sont accessibles via l'écran tactile de 7 pouces en haut de la console centrale et un affichage tête haute est proposé pour la vitesse et certaines informations comme la navigation par exemple. Alors la grande nouveauté de la nouvelle Mazda 3, c'est une nouvelle planche de bord qui est en termes de qualité perçue au plus haut standard du segment, mais qui a deux innovations importantes dans le segment. D'une part, effectivement, un affichage tête haute que l'on voit soit chez des marques premium, soit dans des véhicules de plus haute gamme. Et elle intègre un écran 7 pouces qui est un écran particulier qui offre une connectivité des plus développées actuellement. C'est un écran qui a été pensé pour préserver la sécurité lorsque le véhicule roule, donc il est tactile à l'arrêt, mais il est manipulable au travers d'une molette dès que le véhicule roule, mais ça permet de garder les yeux sur la route et de ne pas se concentrer sur autre chose que la conduite. L'écran de 7 pouces donne accès à la téléphonie, la navigation ou encore les applications connectées. Placé haut pour ne pas devoir baisser les yeux, il peut être commandé vocalement ou par une molette juste devant la coudoir centrale, comme ici pour accéder à l'application de la consommation par exemple, ou de façon tactile, avec ici la navigation GPS, parfaitement lisible sur ce grand écran. L'ensemble est simple d'utilisation et fonctionnel. Ce qui est moins pratique, c'est l'affichage de la vitesse, dans le coin inférieur droit du grand contour au centre du tableau de bord, comme dans une voiture de sport. Du coup, l'afficheur tête haute est très utile. Pas de changement pour la motorisation diesel puisqu'on retrouve le 2,2 litres Skyactiv D de 150 chevaux qui n'émet que 107 grammes par kilomètre de CO2 malgré sa cylindrée. Au lancement de la Mazda 3, nous aurons principalement trois motorisations disponibles. Le moteur diesel 150 chevaux qui existe déjà sur la Mazda 6 et le CX-5 qui lui donne d'excellentes performances et avec des consommations et des émissions très contenues.
Et nous avons deux moteurs essence, un 120 chevaux et un 165 chevaux. Ça va nous permettre de couvrir le haut du segment. Dans le futur, d'ici un peu plus d'un an, nous aurons effectivement un moteur essence Skyactiv 1,5 L, mais il faudra attendre un petit peu. À la conduite, le bloc diesel 2,2 litres, ici associé à une boîte automatique à 6 rapports, offre une excellente souplesse avec son important couple de 380 Nm dès 1800 tours par minute. La boîte auto n'est pas à double embrayage, mais ses changements de rapport sont rapides et discrets, à la montée et particulièrement à la descente, où il faut y prêter attention pour s'en rendre compte. Confortable et globalement bien amortie, la nouvelle Mazda 3 profite d'une direction assez neutre pour une conduite agréable au quotidien. Elle n'est sans doute pas aussi incisive que ses principales concurrentes, ni aussi réactive dans les enchaînements de virages, mais elle offre un excellent agrément de conduite dans la plupart des situations rencontrées. Dans cette optique de polyvalence, elle est d'ailleurs équipée de l'aide au freinage d'urgence comme la Mazda 6, du freinage en ville sous les 30 km/h ou encore d'une alerte de véhicule en approche. Le gain en dynamisme annoncé par ces lignes se ressent donc à la conduite, faisant de la nouvelle Mazda 3 une voiture agréable à regarder, à conduire et à utiliser avec une interface bien plus simple et fonctionnelle. Il ne lui manque qu'un comportement un peu plus réactif pour viser le haut du segment. Sa nouvelle ligne répondant au design Kodo apporte un style très remarqué dans un segment généralement assez morose, surtout avec ce coloris rouge malheureusement un peu plus cher que les autres. La nouvelle Mazda 3 est avant tout une voiture homogène qui ne pêche réellement sur aucun point et qui fait un net bond en avant face à la précédente génération. On peut hésiter avec la Volkswagen Golf 2 litres TDI de 150 chevaux à partir de 27 130 €, la Ford Focus 2 litres TDCi de 140 chevaux à partir de 26 050 € ou encore la Peugeot 308 1,6 litre IHDI de 115 chevaux à partir de 24 300 €. De notre côté, on aime bien le style Kodo, remarqué surtout en rouge, l'ergonomie intérieure bien plus facile, l'homogénéité générale de la voiture, et on aime un peu moins la vitesse peu visible au tableau de bord, la réactivité du châssis face à la concurrence et l'absence d'un moteur diesel plus petit. On termine par la fiche technique de la Mazda 3 2 litres de Skyactiv D150, disponible à partir de 27 200 € plus 650 € pour cette peinture rouge. Sa puissance est de 150 chevaux à 4500 tours par minute, son couple de 380 Nm à 1800 tours par minute, ses émissions de CO2 de 107 g par km, sa masse de 1330 kg à vide, sa consommation mixte de 4,1 litres au 100, le volume de coffre de 364 à 1263 litres, elle abat le 0 à 100 en 8 secondes 1 et la boîte automatique à 6 rapports est à 2000 €. Chez Opel, l'Insignia reste le fleuron de la production. Cette grande routière existe en berline, Tourer et maintenant Country Tourer. Présentée au salon de Francfort mi-septembre, la nouvelle Opel Insignia s'offre un dessin revisité, une nouvelle déclinaison Country Tourer et un impressionnant équipement intérieur aussi technologique que complet. Les grandes lignes sont conservées, ce qui change, c'est la face avant avec une calandre allongée, abaissée et allégée en chrome, ainsi que de tout nouveaux projecteurs plus effilés qui incluent désormais des feux de jour à LED pour une signature lumineuse plus distinctive. Alors la mission qu'on a assignée à nos designers, c'était de la rendre à la fois plus premium pour aller chercher des clients un petit peu différents et puis améliorer l'image de marque de la marque elle-même, mais c'était aussi de la rendre plus agressive en la modifiant, en faisant que la voiture apparaisse sur la route plus basse et plus large, alors qu'en réalité les dimensions en elles-mêmes n'ont pas changé. Donc sur la face avant, on va retrouver par exemple une grille de calandre qui sera positionnée plus bas, plus large comme je l'ai dit, et qui va se rapprocher plus des phares avant, qui eux-mêmes ont été retravaillés avec des feux à LED pour avoir une apparence un petit peu plus sportive. La base du bouclier accueille là aussi le volet actif pour modifier le flux d'air entrant dans le compartiment moteur. Sur cette déclinaison Country Tourer, quelques éléments noirs et protections spécifiques viennent compléter l'aspect baroudeur de ce break 4 roues motrices à la garde au sol légèrement surélevée. Pour rester dans l'esprit, les ailes sont élargies avec des protections noires là encore. À l'arrière, les feux affinés sont liés par un épais jonc chromé, comme sur toutes les Insignia Tourer,
En revanche, notre Country Tourer s'équipe d'un bas de bouclier spécifique avec son double échappement et un pare-pierre pour affronter les chemins. Alors le Country Tourer prend pour base, on va dire, une Insignia Sports Tourer normale, sauf qu'on va lui adjoindre nombre d'équipements à la fois pour la protéger et puis pour lui donner un comportement et une capacité off-road ou off-asphalte comme on dit. C'est-à-dire que par exemple, il est équipé d'un système 4x4 avec Aldex qui permet de répartir la puissance sur chacune des roues indépendamment, que ce soit avant-arrière mais aussi droite et gauche. En route, peu de choses changent en comparaison avec la précédente génération, et pour cause, ni le châssis ni les trains roulants ne sont modifiés, pas même les dimensions de l'auto. Les moteurs diesel proposés sont toujours avec des puissances élevées de 160 ou 195 chevaux, tout comme notre moteur essence 250 chevaux, qui ne sera par contre pas proposé en France. Le cross-country apporte pour sa part une visibilité de la route un peu plus haute et la transmission intégrale évoluée avec une répartition variable de la motricité. Cette routière se montre assez agile sans être incisive pour autant, la garde au sol augmentée de la Country Tourer ne favorisant de toutes les façons pas ce ressenti contrairement à sa sœur au PC. Le guidage est agréable et la prise en main facile avec ses moteurs puissants toujours disponibles même dans le relief. La sélection de la boîte manuelle est précise, mais l'amplitude du mouvement un peu grande. Quoi qu'il en soit, on se sent parfaitement apte à attaquer de longs voyages à bord, avec une bonne homogénéité entre le confort de conduite et la dynamique que propose cette Insignia, même dans cette configuration Country Tourer. Si on a cette sensation, c'est aussi parce qu'à l'intérieur, les passagers profitent de l'ergonomie des sièges certifiés AGR au confort remarquable, à l'avant comme à l'arrière. Le maintien est exceptionnel, au moins pour les deux sièges avant essayés longuement. Pour le bien-être à bord, Opel a également soigné le système d'infodivertissement avec l'affichage numérique du tableau de bord qui rappelle certaines informations et l'ajout d'un grand écran tactile en lieu et place de nombreux boutons. Alors typiquement sur l'infodivertissement, on a écouté les clients. C'est-à-dire que nos clients nous ont dit il y a un petit peu trop de boutons, on a parfois du mal à s'y retrouver. Donc on a complètement retravaillé tout ce qu'on appelle l'interface homme-machine, c'est la façon dont vous allez communiquer avec la voiture en rajoutant nombre d'éléments, notamment des pavés tactiles, des écrans tactiles et des écrans LCD 8 pouces derrière le volant qui permettent à la fois de communiquer avec la voiture mais qui permettent aussi de customiser la voiture. Donc ça c'est véritablement un grand pas en avant parce que Opel a l'ambition de devenir une marque très connectée et notamment connectée avec ses clients. Il reste encore beaucoup de boutons, mais tout peut maintenant être commandé par la voix, l'écran tactile, le pad ou les boutons au volant. C'est à vous de choisir. Par exemple, on peut passer de la navigation au téléphone depuis le volant, saisir une destination d'un doigt avec le pad par des clics ou une écriture manuscrite, ou encore organiser les icônes de l'écran tactile et accéder à des applications connectées en appuyant directement sur l'écran. C'est très complet, mais pas très réactif à l'usage, sans doute qu'un petit moment d'apprentissage est nécessaire avant de maîtriser tout ceci. Le petit plus dans les applications est que certaines seront connectées à la conduite, comme par exemple la météo sur le trajet programmé au GPS. Alors typiquement, on est en train de mettre en place en ce moment même une stratégie d'application intégrée à la voiture qui utiliseront le smartphone du client, de l'utilisateur comme un modem et qui permet de connecter la voiture au reste du monde. Sachant que la stratégie, très clairement, c'est pas d'avoir des applications qu'on pourrait avoir sur le téléphone, mais c'est vraiment d'avoir des applications qui ont un intérêt pour le conducteur, d'une part, et qui d'autre part ne vont pas distraire de la conduite, parce que c'est un élément de sécurité très important pour nous. Donc on est en train de travailler actuellement à vérifier toutes ces applications. Alors on peut citer par exemple une application qui permet d'avoir le temps qu'il va faire à la destination qu'on a rentré dans le GPS. Ce sont des applications aussi qui permettent d'avoir la radio internet dans la voiture, donc qui permettent par exemple ici en Allemagne de pouvoir écouter la radio française ou la radio américaine ou je ne sais quoi. Voilà, donc typiquement des applications qui vont avoir un intérêt pour les conducteurs. Au final, on ne peut pas forcément parler d'une nouvelle Insignia, mais pas non plus d'un simple restylage, surtout pour ce Country Tourer qui n'existait pas dans la gamme jusqu'à présent. Les petites modifications stylistiques affinent avec réussite la face avant de cette Insignia, et les ajouts pour la rendre aventurière ne sont pas trop exagérés sur cette Country Tourer. On apprécie toujours le coffre fonctionnel sur ce break, ainsi que ses qualités routières reconnues, sans oublier ses sièges très confortables. L'équipement à profusion n'est pas forcément compliqué à utiliser,
il faut juste prendre le temps de voir quelle méthode parmi les 4 nous conviennent le mieux, parce qu'à l'usage, il y a peu de chances qu'on utilise la navigation avec le pad, les boutons volants, l'écran tactile et la voix à la fois. En comparaison avec la précédente génération, la nouvelle ergonomie et vie à bord est sans doute ce qui s'améliore le plus. On peut hésiter avec la Peugeot 508 RXH 2 litres HDI FAP de 163 chevaux à partir de 46 400 € ou la Volvo V60 D4 4 roues motrices 163 chevaux à partir de 36 950 mais qui n'existe pas en version Country. De notre côté, on aime bien le style Country Tourer assez discret, l'ergonomie des sièges AGR proposée, l'équipement général très complet. On aime un peu moins le système d'infodivertissement peu rapide, l'apprentissage pour l'utilisation du pad et le nombre de méthodes d'utilisation. On termine avec la fiche technique de l'Opel Insignia CDTI de 163 chevaux qui sera sans doute la plus vendue en France dans cette configuration Country Tourer. Elle est disponible à partir de 41 000 €, sa puissance est de 163 chevaux à 4000 tours par minute, son couple de 380 Nm de 1750 à 2500 tours par minute, ses émissions de CO2 de 147 g par km, sa masse de 1843 kg à vide, sa consommation mixte de 5,6 litres au 100, son volume de coffre de 540 litres, elle abat le 0 à 100 en 10 secondes 9 et passe de 80 à 120 km/h en 10 secondes 5. Depuis le Mondial 2012, on attendait le fameux crossover signé Suzuki, le S-Cross. Il s'est fait attendre mais dispose de quelques arguments chocs. La marque Suzuki, spécialiste des petites citadines et des petits 4x4, nous a fait longuement patienter avant de se lancer sur le segment des crossovers, mais le résultat ne manque pas d'intérêt pour autant sur certains points. Avec des lignes différentes dans la gamme et des équipements inédits pour un résultat qui ne l'est pas moins, le Suzuki SX4 S-Cross, qu'on nommera simplement S-Cross en France, devrait convaincre en associant le savoir-faire de Suzuki aux spécificités attendues d'un crossover. Le S-Cross est un véhicule très important à l'intérieur de notre gamme. C'est un véritable crossover du segment C. Crossover, c'est un mot un peu étonnant, mais on peut dire que c'est à la croisée des chemins entre un monospace et les qualités d'un monospace grâce à une grande habitabilité et son grand coffre de 430 litres. Mais également, on est en hauteur, assis en hauteur, comme un conducteur d'un 4x4. Commençons par les lignes inédites de ce crossover Suzuki. Certes, elle ne révolutionne pas le genre et ressemble même à quelques concurrentes sous certains angles, mais le design tranche nettement dans la gamme Suzuki, un peu comme l'a fait la Swift il y a quelques années. A l'avant, on remarque l'important volume des optiques qui intègrent des feux de jour. Assez haut, il donne à notre S-Cross un sentiment de robustesse renforcé par les arêtes marquées du capot. La calandre surlignée par le jonc chromé est du coup plus discrète. Le look baroudeur est accentué avec la base du bouclier en plastique noir accueillant des projecteurs et un pare-pierre pour s'aventurer sur les chemins. Un pare-pierre se retrouve également à l'arrière, un arrière qui semble moins massif que l'avant avec des surfaces moins grandes. Les feux ne sont pas très originaux, mais l'ensemble de cette poupe offre un certain dynamisme au coup de crayon, contrairement à ce que peut proposer un Grand Vitara ou un Jimny résolument orienté vers le tout-terrain. Le profil convainc par ses lignes que le S-Cross n'est pas un 4x4 pur et dur. Et donc c'est une alternative à notre gamme 4x4 et il vient aussi épauler notre gamme de citadines, notamment Alto et Swift, qui sont toujours nos best-sellers. On l'aura compris, Suzuki avec son savoir-faire en matière de 4x4 propose un crossover routier, mais tout de même capable de s'aventurer dans les chemins sans pour autant être un véritable véhicule tout-terrain. Sans s'attaquer à du franchissement pour autant, le système électronique de répartition de la motricité aux 4 roues aide bien sur des surfaces glissantes, terre, neige ou sable par exemple. De retour sur l'asphalte, le S-Cross affiche sa différence face au 4x4 du constructeur japonais. Bien plus confortable et agréable sur le réseau secondaire que ses frères, le S-Cross se révèle assez dynamique avec cette motorisation diesel 1,6 litre de 120 chevaux d'origine Fiat, même si elle se fait sensiblement entendre lorsqu'on la sollicite franchement. Alors actuellement le SX4 S-Cross sera lancé avec deux motorisations, une essence, 1600 essence et une diesel, c'est simple, 1600 diesel. Avec la même puissance, 120 chevaux, mais des couples très différents, donc il y en a absolument pour tous les goûts. Alors il sera disponible en 2 roues motrices et en 4 roues motrices, la 4 roues motrices étant
une transmission all grip qui est une option à moins de 2000 €. Et donc on peut facilement se permettre de rouler en 4 roues de façon écologique. C'est vraiment la volonté de Suzuki de mettre un maximum de personnes en 4 roues motrices. On notera aussi à la conduite des changements de rapport bien guidés mais peu fluides. On relève enfin un peu de roulis dans les enchaînements de virages alors qu'étonnamment l'amortissement apparaît un poil ferme lorsqu'on passe des trous dans la chaussée. Tout ceci n'est pour autant pas rédhibitoire pour un usage courant où ce S-Cross offre un confort correct et un équipement complet. À l'intérieur, avec des dimensions comparables au Grand Vitara ou chez la concurrence au Nissan Qashqai ou à l'Opel Mokka pour ne citer que, l'espace à bord est bon à l'arrière même avec le pont de transmission 4x4 et à l'avant avec un espace de vie important. La sellerie est agréable et le dossier arrière rabattu fait un plancher presque plat. Le toit ouvrant panoramique qu'on aperçoit offre un surplus de luminosité mais que sur le plus haut niveau de finition. Côté équipement, notre S-Cross comprend dès le premier niveau de finition un régulateur limiteur de vitesse accessible au volant. Le nôtre propose le démarrage sans clé et sur sa console centrale, la climatisation bizone automatique ainsi que la navigation GPS avec un écran couleur tactile de 6,1 pouces facile à utiliser. Notre transmission intégrale All Grip s'accompagne d'une molette de sélection pour passer sur les modes sport, neige ou blocage selon la situation. Cela change la répartition avant-arrière de la motricité et la réponse du moteur selon plusieurs critères de façon très simple. Au final, Suzuki arrive dans les derniers sur le marché des crossovers, mais avec un produit pertinent face à une concurrence déjà bien établie, avec un rapport prix, équipement et agrément réussi même si la finition intérieure est un peu en retrait. Le SX4 S-Cross, qui ne partage plus rien avec le groupe Fiat, en dehors de ce moteur diesel, pourrait sans doute rejouer le succès de la Swift dans un autre segment. On note enfin les faibles émissions de CO2 avec cette motorisation diesel, 115 grammes par kilomètre en 2 roues motrices à partir de 22 490 €, et seulement 114 grammes par kilomètre en 4 roues motrices grâce au start and stop à partir de 24 390 €. On peut hésiter avec le Nissan Qashqai 1,5 litre DCI de 110 chevaux à partir de 22 640 € ou l'Opel Mokka 1,7 litre CDTI de 130 chevaux à partir de 22 380 €. De notre côté, on aime bien l'équipement pour le tarif contenu, la transmission intégrale accessible, l'homogénéité globale de ce crossover, et on aime un peu moins le style peu distinctif dans la catégorie, la finition intérieure un peu en retrait et la présence sonore du moteur diesel. On termine par la fiche technique du SX4 S-Cross 1,6 litre DDIS de 120 chevaux en 4 roues motrices, disponible à partir de 24 390 €, 22 490 € pour le 2 roues motrices. Sa puissance est de 120 chevaux à 3750 tours par minute, son couple de 320 Nm à 1750 tours par minute, ses émissions de CO2 de 114 grammes par kilomètre, plus 1 gramme pour la version 2 roues motrices. Sa masse est de 1305 kg à vide, 1240 en 2 roues motrices. Sa consommation mixte est identique en 2 ou 4 roues motrices, elle est de 4,4 litres au 100 km. Le volume de coffre est de 430 à 1269 litres. Elle passe le 0 à 100 en 13 secondes, 1 seconde de moins avec 2 roues motrices, et le diamètre de braquage est de 10,40 m. Et voilà, c'est terminé pour ce 14e numéro de Terre d'Asphalte. On se retrouve sur la même chaîne à la même heure le 18 octobre pour les essais de la gamme 60 chez Volvo, du nouveau Citroën Grand C4 Picasso et de la Skoda Rapid Spaceback. D'ici là, bonne route à tous et à bientôt.